La figure type de l'amour à laquelle nous pensons spontanément est celle de la passion amoureuse. Nous la voyons volontiers comme la forme idéale, en tous les cas comme la forme la plus puissante de cette affection que nous appelons amour. Comme telle, elle pourrait apparaître comme la mieux à même de manifester l'amour comme une authentique vertu. La passion amoureuse, comme toute passion, est la mobilisation exclusive et impérieuse de l'ensemble de notre être en direction d'un seul objet. Cet objet étant considéré comme un absolu. Compris dans cette acception moderne du terme de passion, l'amour est manque de ce qui seul serait capable de donner un sens à l'existence, et de ce qui seul nous accomplirait pleinement. Ainsi compris, l'amour-passion est vertu dans un sens large du terme. La notion de vertu signifie en effet d'abord l'idée de force et de puissance. Que l'amour-passion soit vertu en ce sens, personne ne peut le contester. La façon dont nous le vivons suffit à nous rendre sensibles à cette idée. Mais que l'amour soit vertu au sens de puissance ne fait pas pour autant de lui une vertu au sens d'une disposition à bien agir. La vertu d'une bonne arme est de faire le plus de dégâts possible, mais cela ne rend pas son usage vertueux pour autant, sans d'ailleurs le rendre non plus nécessairement vicieux. De même pour la puissance de l'amour-passion, qui n'en fait pas pour autant une disposition à l'action bonne. Pire, il semble même que la forme passionnelle coïncide plus facilement avec la catégorie du vice qu'avec celle de la vertu. Qu'est-ce qui fait de l'amour-passion une forme que l'on n'hésitera pas à qualifier de vicieuse? Cela tient à la nature de la relation à l'autre qu'elle instaure. L'amour-passion est basée sur la construction d'une image illusoire de l'autre. Nous aimons notre représentation de l'autre et non pas l'autre tel qu'en lui-même. L'amour-passion est donc logiquement amour de soi et non de l'autre. Or, cette forme de l'amour-passion se prend d'autant plus au sérieux que la construction imaginaire de l'autre se substitue à l'autre réel. L'amoureux, piégé par la passion, est donc condamné quoi qu'il arrive, à la réalisation qui anéantit la passion ou à la passion qui rend impossible toute réalisation. L'issue est connue d'avance. Le protagoniste le sait, mais il n'y croit pas. Nous savons que la passion heureuse n'existe pas, mais nous refusons d'en prendre acte. C'est là tout le mécanisme de l'illusion amoureuse, qui est une persévérance dans l'erreur, non pas simplement par ignorance, mais par tromperie acceptée, par secrète complicité avec sa puissance. C'est donc forcément l'autre qui a tort, ou le monde. Soit je supprime l'autre, soit je me supprime au monde. Si le vice est à l'inverse de la vertu la disposition acquise au mal, il semble ainsi tout à fait logique de faire de la modalité la plus connue de l'amour, qui semble pourtant aussi la plus sublime, la forme même de ce que l'on peut appeler un vice. L'amour-passion est bien vice, en ce sens qu'il débouche sur la destruction de soi et de l'autre. Il est une modalité de l'amour qui nous défigure autant que l'autre. Il est bien vice aussi, en ce sens qu'il se fixe sur l'objet, qu'il s'inscrit dans la durée, qu'il se renforce de tout ce qu'il rencontre, et donc il persévère et s'enferme dans sa logique. C'est pourquoi les passionnés, qui ne cessent d'y croire, ont une structure mentale réitérative, qui les fait tomber et retomber inlassablement dans les mêmes travers. En ce sens, la passion est ce que la vertu doit justement reprendre, corriger, voire éliminer pour pouvoir instaurer l'impassibilité, l'absence de passion, ou à tout le moins pour instaurer le contrôle de soi. D'un côté les vices et passions pathologiques, de l'autre la saine vertu de celui qui sait s'en rendre maître. L'amour ne serait donc pas vertu, puisque la condition de la vertu tiendrait bien plutôt dans le pouvoir de s'en détacher. Peut-on pour autant étendre ce que nous venons d'indiquer sur la forme de l'amour-passion à l'ensemble de l'amour? Rien n'est moins sûr. Il est une autre manière de comprendre l'amour, qui semble ne pas s'embarrasser de toute cette glose passionnelle, de toute son imagerie d'épinal, de tout son psychologisme, et qui même la dénonce au nom d'une explication sans phare du phénomène amoureux. Il ne s'agit plus tant ici de l'amour sous le visage de la passion, que sous celui de l'émotion amoureuse, qui en constitue l'amorce et le soubassement physio-psychologique. Nous en venons ainsi à notre deuxième figure de l'amour. L'émotion est une forme éruptive de la vie affective, une effraction et un chavirement dans la vie de la conscience. Dans l'anthropologie, Kant fait une comparaison suggestive entre la modalité affective de la passion et celle de l'émotion, en disant que si la passion est comme un torrent qui creuse son lit, l'émotion agit quant à elle comme une eau qui rompt sa digue. C'est là la forme de l'amour tel qu'il est ressenti dans le fameux coup de foudre. À la différence de la passion, qui peut dévorer de l'intérieur dans le silence relatif du corps, l'émotion, quant à elle, nous trahit toujours. Pas d'émotion amoureuse sans cœur qui bat la chamade, joue qui s'empourpre, corps tremblant. Si l'émotion a de la dépendance avec le corps, c'est dans ses effets, mais surtout dans son étiologie.
L'émotion ne serait rien d'autre que la traduction ou l'effet psychique d'un mécanisme physiologique complexe et donc explicable à partir du seul ordre du corps. Ce faisant, c'est un objet d'étude transculturelle, puisque les manifestations des grandes émotions de base sont communes chez les différents peuples, et c'est aussi un objet d'étude éthologique qui concerne tous les animaux évolués, dont l'homme bien entendu. On sait à peu près ce qui se passe dans le cerveau d'un rat quand il manifeste les signes de la peur panique, et on sait de mieux en mieux ce qui se passe dans celui de l'homme quand il est amoureux. C'est bien là l'indice d'un enracinement biologique de l'émotion amoureuse, en tant qu'elle est dérivée directement de l'émotion de base de la joie, selon d'ailleurs la définition que propose Spinoza de l'amour, comme joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Le sens vital, je veux dire pour la vie, de l'émotion que ressent celui qui est amoureux est transparent. Le désir de s'unir à celui ou celle avec qui il va satisfaire à l'une des deux grandes catégories de besoins, celui de la conservation de l'espèce. L'amour est en ce sens compréhensible comme une sorte de ruse de la nature pour que nous participions d'autant plus sûrement et efficacement à la reproduction, et ce, même si la nature n'a pas toujours le dernier mot. D'une façon plus générale, les émotions sont bien toutes les fonctions fondamentales de la conservation qui font passer la survie par des mécanismes pré-réflexifs bien plus sûrs et rapides que ceux de la pensée. Sans cette émotion, l'homme qui veut croire qu'il n'est pas un animal aurait peut-être quelques répugnances à faire la bête à deux dos, selon l'expression employée notamment par Rabelais dans Gargantua. De même, sans l'attachement, qui est également biologiquement assignable, qui prend opportunément le relais de l'émotion amoureuse, il n'éduquerait pas. Est-ce la vertu ou bien vice ? On peut penser que, contrairement à l'amour-passion, comme forme viciée de l'amour, il n'y a ici rien d'autre que la promesse d'une des dimensions les plus riches et les plus belles de l'existence, celle de la vie amoureuse. Pourrait-on y voir autre chose qu'une vertu ? Si une vertu est une disposition à bien agir, qu'entendre par là ? On peut proposer de déterminer le bien agir simplement par le bon. C'est là la figure téléologique de la vertu, en tant qu'elle se définit simplement comme ce qui participe et contribue à la réalisation de notre être. Si on admet que le bien agir n'est rien d'autre que ce qui est bon pour l'homme, que ce qui participe à son accomplissement, à l'excellence d'une existence heureuse, on ne peut, semble-t-il, qu'acquiescer au fait que l'émotion amoureuse en soit une. Elle est l'indicateur et déjà l'anticipation d'une joie sans nul autre pareille, dans l'attention d'un plaisir partagé. Elle est ce qui augmente notre puissance d'être et qui participe comme telle à notre épanouissement. Pourtant, la vertu et le vice sont-ils encore eux-mêmes sans quelque effort de la volonté, ou inversement sans son relâchement ? Faut-il donc se contenter de ramener les vices et les vertus à de simples indicateurs en nous du bon et du mauvais ? Plus généralement, le bien peut-il sans réduction excessive être réduit au bon ? Nous ne le croyons pas. Parer du nom d'éthique ou de vertu le vocabulaire des plaisirs et des peines n'en change pas pour autant la nature. Étymologiquement, l'idée de vertu est d'ailleurs, entre autres, aussi rattachée à celle de mérite. C'est pourquoi nous pouvons nous demander si dans son mode de fonctionnement involontaire et biologiquement enraciné, l'émotion amoureuse n'est pas plutôt en deçà des déterminations du vice et de la vertu qu'au cœur de ce qui les caractérise. Quelle vertu y a-t-il à être amoureux ? Ce peut être bon au sens d'heureux, désirable, souhaitable, mais est-ce pour autant bon au sens fort d'un bien ? Il nous semble donc impossible de soutenir jusqu'au bout le lien entre émotion amoureuse et vertu. Si nous butons une fois de plus sur la difficulté qu'il y a à faire de l'amour une vertu, c'est parce qu'il existe un problème de fond qui semble rendre impossible une telle identité. Ce problème est un problème d'hétérogénéité conceptuelle. C'est lui qu'il nous faut pour finir aborder, pour examiner les conditions éventuelles de son dépassement avec la troisième figure que nous proposerons. Dans la vie morale, la vertu, au sens où nous l'avons définie, comme disposition acquise à faire le bien, je vous le rappelle, a au fond, nous semble-t-il, un statut intermédiaire entre celui du devoir, et celui de l'inclination. Le devoir est obligation de la volonté, et il n'existe que parce que nous ne sommes pas spontanément enclins au bien.
L'inclination est à l'inverse une tendance qui ne suppose en rien la volonté, même si par ailleurs elle peut l'instrumentaliser d'ailleurs. La vertu, quant à elle, suppose le vouloir, mais sans que ce dernier y soit pour autant tout entier tendu et en garde contre l'inclination. La vertu est volontiers mise en œuvre en tant que disposition acquise, en quoi elle se distingue du devoir qui n'est pas fait volontiers, mais par volonté, mais elle n'est pas pour autant faite sans volonté. En quoi elle se distingue de la simple inclination. La vertu requiert en effet ne serait-ce que l'effort de son acquisition et de son entretien, car ce qui est acquis a été conquis et peut aussi toujours se reperdre. S'il en est ainsi, il est évident que l'amour, en tant qu'il est globalement une affection, s'apparente à une inclination, et donc ne correspond à première vue en rien aux deux déterminations du devoir et de la vertu. Pour le devoir, cela semble tout à fait clair. Un devoir d'amour semble être une absurdité. Ce que l'on fait par obligation morale, on ne le fait pas par amour. Que l'obligation coïncide avec l'amour, et c'est tant mieux. Il n'en sera que plus facile de faire notre devoir. Mais cela ne change rien au motif de la détermination de l'action qui est l'obligation morale. Et si l'obligation est là, c'est justement parce que l'on ne peut pas toujours compter sur l'amour, qui bien plutôt fait justement souvent défaut. Pour la vertu, les choses ne semblent pas moins claires. Est-ce une vertu d'aimer l'humanité ? Si nous sommes spontanément philanthropes, si nous sommes ainsi par pure et simple inclination immédiate, où est la vertu ? Or justement, sommes-nous communément philanthropes par simple inclination ? Et pourtant, la philanthropie est parfois, et même assez souvent, un fait, même s'il n'est pas le plus commun. Cet exemple doit nous alerter sur la possibilité de faire, peut-être malgré tout de l'amour, une vertu, du moins de façon indirecte. L'amour que l'on peut porter à celui avec qui on partage sa vie, par-delà l'attrait des corps et le simple attachement, dont on a parlé auparavant. L'ami qu'on aime avec bienveillance et désintéressement, l'inconnu, au sort duquel on ne demeure pourtant pas indifférent, parce que même le lointain est aussi un prochain, ont comme commun dénominateur d'avoir moins rapport avec le registre des émotions ou des passions qu'avec celui de l'amour entendu comme sentiment. Ceux-ci, les sentiments, font certes partie des affects, mais ils en constituent une forme complexe qui se mêle peu ou prou à la totalité de la vie de l'esprit et en particulier au jugement et au vouloir. Ici, il y a variation culturelle. Ici, il n'y a pas de signe physiologique univoque. Ici donc, les études neurophysiologiques trouvent leurs limites. En effet, outre son caractère durable et nuancé, le sentiment connaît des degrés, le sentiment est accompagné d'une double composante cognitive et judicative. Il dépend donc de moi, ou aussi de moi, pourrait-on dire, les stoïciens disant, eux, qu'il dépend de moi, et étendant peut-être à tort ce principe à l'ensemble de la vie affective. Il dépend donc, je disais, aussi de moi, et c'est pourquoi, si je ne sais pas trop qui va déclencher en moi une émotion amoureuse, ou qui peut être l'occasion de mes projections passionnelles, je suis par contre à peu près certain des caractéristiques personnelles et morales de ceux qui vont susciter mon sentiment d'amour, et du fait que nous ne pouvons pas aimer au même degré tout le monde. Le jugement et le vouloir ont laissé leur marque, plus ont modelé le sentiment lui-même et peuvent dans une certaine mesure s'y retrouver par l'analyse. C'est pourquoi, à ce niveau de la vie affective, nous ne pouvons être d'accord avec l'idée selon laquelle c'est ce que l'on aime qui détermine l'aimable et non l'inverse. Dans le régime du sentiment, c'est l'aimable selon ce qu'on en juge qui fait que l'on aime ou pas. En conséquence, nous pouvons certainement envisager pouvoir rendre l'amour plus vertueux par le travail du jugement et l'effort de la volonté. C'est dans ce lien que l'amour peut être pensé comme une vertu plus ou moins grande de l'être qui le vit, en ce sens qu'il a bien ici de la dépendance plus ou moins directe avec le vouloir. On ne peut se commander d'aimer, on aime ou pas, mais on peut déterminer des jugements de devoir et d'obligation qui modèlent nos amours plus ou moins vertueusement. Il n'est pas anodin de haïr la figure de l'étranger, comme il n'est pas vain d'aimer assez le lointain pour s'intéresser à son sort. Le j'aime ou n'aime pas n'est donc pas un alibi. On peut y répondre, non pas en disant qu'il faut s'efforcer d'aimer, mais en disant qu'il faut bien juger
et vouloir fermement pour aimer bien, et même en un sens pour bien aimer. C'est pourquoi d'ailleurs rétroactivement nous pouvons dire que l'amour comme passion nous est apparu à juste titre comme vice, dans la complicité et complaisance de notre vouloir qui la sert et qui l'a servi. Mais aussi et surtout parce qu'elle est le renversement du fondement de la relation à une autre liberté. L'amour est donc bien ici, en un certain sens, une vertu, au sens de l'acte par lequel un homme montre la valeur de son jugement et la force de son vouloir dans l'accomplissement de son devoir, comme Kant en définit le concept. L'amour n'est donc plus ici vertu téléologiquement déterminée par le bon, mais vertu déontologiquement définie par l'autodétermination des devoirs. C'est ce qui donne lieu à l'amour de bienveillance, à l'amour attentif à l'autre, c'est-à-dire au meilleur d'un sentiment d'amour par lequel notre bien propre n'est pas incompatible avec celui d'autrui. La solution possible à nos difficultés à voir l'amour comme vertu tient donc au fait que l'amour n'est pas qu'émotion et passion, mais qu'il est aussi sentiment sur lequel le reste de la vie morale a des effets. Il ne s'agit toutefois là que de 3 formes types de l'amour, qui dans la vie amoureuse concrète se présentent presque toujours quelque peu mélangées et imbriquées. Il nous semble cependant que ces formes types, qu'il ne faudrait pas confondre avec de simples variations de degré de l'amour, permettent d'y voir un peu plus clair dans la relation entre les concepts d'amour et de vertu, de nous garder d'une simple éthique naturaliste et téléologique des vertus, éthique toujours prompte à confondre les vertus avec les inclinations, et troisièmement, de mettre en avant la digne et forte place occupée par les sentiments dans la vie morale, c'est-à-dire leur dimension active par-delà leur dimension pathique, et ce, même dans le cadre d'une conception déontologique de la détermination des devoirs, réputée à tort faire la guerre à l'ensemble de la vie affective, ou, à tout le moins, d'en négliger la place. Devoir et vertu-sentiment peuvent ainsi, ici, s'articuler, sans pour autant se synthétiser. La vie morale est en effet aussi faite de sentiments, d'autant plus élevés et agréables, qu'ils sont moins dans ce cas ce contre quoi l'obligation morale doit se garder, que ce que nos devoirs d'humanité ont contribué à forger, et ce, sans même que nous ayons eu à les commander ou rechercher eux-mêmes de façon directe. Je vous remercie.